L'histoire de la noisette dure. La mère de Pirlipat était la femme d'un roi, c'est-à-dire une reine, et Pirlipat, dès sa naissance, était donc elle-même une princesse. Le roi exulta de joie à la vue de la jolie petite fille qui reposait dans le berceau. Dansant et se balançant d'une jambe à l'autre, il ne cessait de crier « Hurrah ! A-t-on jamais rien vu de plus ravissant que ma petite Pirlipat ?» Et tous les ministres, tous les généraux, tous les présidents et tous les officiers d'état-major dansaient comme leur souverain, d'une jambe à l'autre, et criaient à qui mieux mieux « Non, jamais !» Et l'on ne pouvait nier, en effet, que jamais, depuis aussi longtemps que le monde était monde, il ne fut né plus bel enfant que la princesse Pirlipat. On eût dit son petit visage tissé de délicats flocons de soie, ayant la blancheur des lys et l'incarnat des roses. Ses petits yeux vifs avaient l'éclat de l'azur, et ses bouclettes frisées, tissées de fils d'or luisants, encadraient délicieusement ses traits. La petite Pirlipat avait aussi, en venant au monde, 2 rangées de petites perles, avec lesquelles, 2 heures après sa naissance, elle mordit le doigt du chancelier qui se penchait sur elle pour examiner son visage. Il poussa un grand cri, « D'où Jésus ?» selon les uns, « Oh là là !» selon les autres, et l'on n'a pu jusqu'à ce jour tomber d'accord à ce sujet. Bref, petite Pirlipat mordit bel et bien le doigt du chancelier, et le pays apprit ainsi avec ravissement que l'esprit, l'âme et la raison habitaient aussi ce merveilleux petit corps d'enfant. Tout le monde était donc bien content. Seule la reine était anxieuse et inquiète, et personne ne savait pourquoi. On s'étonnait surtout du soin avec lequel elle faisait garder le berceau de Pirlipat. Non seulement les portes étaient flanquées de trabans, mais il y avait aussi, chaque nuit, outre les 2 gardiennes qui se trouvaient tout près du berceau, 6 autres femmes disposées en divers points de la chambre. Un détail pourtant semblait plus que tous insensé, et personne ne parvenait à le comprendre. Chacune de ces 6 gardiennes devait tenir un chat sur ses genoux et le caresser toute la nuit pour qu'il ne cessât de ronronner. Vous seriez incapables, mes chers enfants, de deviner pourquoi la mère de Pirlipat prenait tant de précautions, mais moi je le sais, et je m'en vais à l'instant vous le dire. Un grand nombre de rois éminents et de charmants princes se trouvèrent un jour rassemblés à la cour, où l'on donna des fêtes brillantes, des tournois, des spectacles et des bals. Voici comment cela s'était fait. Le roi, pour bien montrer qu'il ne manquait ni d'or ni d'argent, avait désiré prélever une grosse partie du trésor de la couronne et l'affecter à quelque grande entreprise. Ayant appris du grand cuisinier de la cour, sous le sceau du secret, que l'astrologue de la cour avait désigné le jour où l'on tuerait les bêtes, il avait ordonné un grand festin de saucisses et était monté en personne dans son carrosse pour inviter tous ses rois et ses princes à venir prendre une simple cuillerée de soupe. Il se réservait ainsi de se réjouir de leur surprise lorsqu'il leur servirait des mets choisis. Puis il avait dit très affectueusement à Madame la Reine, « Tu n'ignores pas, ma chérie, combien j'aime les saucisses. » La reine savait fort bien ce que cela signifiait. Il entendait par là qu'elle devait se livrer elle-même, comme elle l'avait toujours fait, à la profitable occupation de fabriquer des saucisses. Le grand trésorier dut faire porter sans délai à la cuisine l'immense marmite d'or et les casseroles d'argent destinées à la confection des saucisses. On alluma un grand feu de bois de santal, la reine mit son tablier de damas, et le délicieux fumet de la soupe à la saucisse s'éleva bientôt de la marmite. Il pénétra jusque dans la salle du Conseil d'État. Le roi, au comble du ravissement, ne se contint plus. « Permettez, messieurs, » s'écria-t-il, et il se précipita dans la cuisine, serra la reine sur son cœur, remua un peu le bouillon avec son sceptre d'or
et revint apaisé au Conseil d'État. On en était au moment délicat où le lard, coupé en petits morceaux, allait être rôti sur des grilles d'argent. Les dames de la cour s'effacèrent devant la reine qui, en raison du fidèle attachement et du respect qu'elle témoignait à son royal époux, tenait à effectuer elle-même cette opération. Mais à peine le lard eut-il commencé à rôtir qu'une voix menue chuchota. « Donne-moi aussi quelques morceaux grillés, petite sœur. Je veux festoyer aussi. Je suis reine, moi aussi. Donne-moi quelques morceaux grillés. » La reine savait bien que c'était dame Ratirinque qui parlait ainsi. Il y avait des années que dame Ratirinque habitait le palais du roi. Elle prétendait être une parente de la famille royale et reine elle-même du royaume de Ratoli, raison pour laquelle elle tenait sous l'âtre une cour somptueuse. La reine était bonne et charitable. Sans doute n'acceptait-elle qu'avec peine de considérer dame Ratirinque comme une reine et surtout comme sa sœur, mais elle ne lui en accordait pas moins de tout cœur, en ce jour de fête, d'avoir sa part du festin. Elle lui cria donc « Montrez-vous, dame Ratirinque, et dégustez ce lard à votre gré. » Dame Ratirinque ne se le fit pas dire deux fois. Elle sortit joyeusement de sa cachette, bondit sur le fourneau, et de ses petites pattes délicates attrapa les uns après les autres tous les bouts de lard que la reine lui tendait. On vit alors surgir à leur tour les cousins et cousines de dame Ratirinque, et même ses 7 fils, de bien mauvais sujets. Tous se jetèrent sur le lard, et la reine, effrayée, ne sut pas leur résister. Par bonheur, la surintendante de la maison de la reine survint et pourchassa les hôtes importuns, de sorte que l'on put tout de même sauver un peu de lard qui fut très savamment réparti sur toutes les saucisses suivant les indications du grand mathématicien de la cour, convoqué en hâte. Au son retentissant des tambours et des trompettes, tous les souverains et tous les princes présents, vêtus de leurs costumes de gala, se rendaient en grand cortège, qui sur des palanquins blancs, qui dans des carrosses de cristal, à la régalade de saucisses. Le roi les accueillit avec une gracieuse et aimable cordialité. Puis, portant couronne et tenant le sceptre, il s'assit, en sa qualité de souverain du pays, au haut bout de la table. Dès le plat de saucisson de foie, on vit le roi pâlir, se décomposer et lever les yeux au ciel. De légers soupirs s'échappaient de sa poitrine, une affreuse douleur semblait lui ravager le cœur. Mais quand vint le tour des boudins, il s'effondra sur le dossier de son fauteuil, gémissant et sanglotant, cachant son visage de ses mains, il se lamentait bruyamment. Tous se levèrent vivement de table. Le médecin attitré du roi s'efforça vainement de saisir le pouls de son malheureux maître, qui semblait en proie à un désespoir sans nom. Enfin, après que l'on eut dépensé beaucoup de paroles et eu recours aux moyens les plus énergiques, tels que des plumes d'oie grillées ou autres palliatifs de ce genre, le roi parut revenir un peu à lui. D'une voix à peine intelligible, il balbutia « Pas assez de lard ». Alors la reine, désespérée, se jeta à ses pieds et sanglota. « Oh, mon pauvre, mon infortuné et royal époux, hélas, quelle douleur est la vôtre, mais voyez à vos pieds la coupable. Punissez-la sévèrement. Hélas, dame Ratirinque et ses 7 fils, et ses cousins et ses cousines, ce sont eux qui ont mangé le lard. Et... » Mais la reine tomba à la renverse, sans connaissance. Le roi, fort en colère, bondit et s'écria « Madame la surintendante, comment cela s'est-il passé ?» La surintendante raconta ce qu'elle savait, et le roi décida de se venger de dame Ratirinque et de toute sa famille, qui avait mangé le lard de ses saucisses. On convoqua le conseil secret, et l'on décida d'instruire le procès de dame Ratirinque et de la déposséder de tous ses biens.
Mais comme le roi craignait que cela ne l'empêchât pas de continuer pendant ce temps à lui manger son lard, l'affaire fut soumise au grand horloger et alchimiste de la cour. Cet homme, qui portait le même nom que moi et s'appelait Christian Elias Drosselmayer, promit de trouver un procédé diplomatique pour éloigner à jamais du palais Dame Ratirinque et sa famille. Il inventa à cet effet de petites machines d'un fonctionnement très subtil. Il y installa au bout d'un fil du lard grillé et les disposa autour de la demeure de la mangeuse de lard. Dame Ratirinque avait beaucoup trop de sagesse pour ne pas deviner la ruse de Drosselmayer. Mais toutes ces mises en garde, toutes ces explications ne servirent à rien. Attirés par le délicieux fumet du lard grillé, les 7 fils et beaucoup de cousins et de cousines de Dame Ratirinque pénétraient dans les machines de Drosselmayer. Au moment où ils étaient sur le point d'attraper le lard, une grille se déclenchait et tombait, les faisant prisonniers. Après quoi, ils étaient honteusement exécutés dans la cuisine. Dame Ratirinque abandonna avec sa petite suite ces lieux de terreur. Son cœur était plein d'affliction, de désespoir, de désir de vengeance. La cour jubilait, mais la reine était soucieuse, car elle connaissait bien le caractère de Dame Ratirinque et savait qu'elle ne laisserait pas impunie la mort de ses 7 fils et de tant de parents. Un jour, en effet, que la reine préparait pour son royal époux un hachis de mou de veau comme il les aimait, Dame Ratirinque survint et dit « Mes fils, mes cousins et mes cousines ont été tués. Prends garde, madame la reine, que la reine des souris ne sectionne pas d'un coup de dent ta petite princesse. Prends bien garde. » Là-dessus, elle disparut et ne se montra plus. Mais la reine avait eu une telle frayeur qu'elle avait laissé tomber dans le feu le hachis de mou. Ainsi, Dame Ratirinque avait-elle pour la seconde fois gâché l'un des plats préférés du roi, ce qui le mit fort en colère. Mais il suffit pour ce soir. Je vous raconterai la suite plus tard. Malgré les instants de prière de Marie, qui, pendant ce récit, n'avait cessé de méditer, le parrain Drosselmayer refusa de poursuivre. Il bondit sur ses pieds et dit « Trop à la fois ne vaut rien, je continuerai demain. » Au moment où le conseiller de la cour était sur le point de franchir le seuil, Fritz lui demanda « Dis-moi, parrain Drosselmayer, est-ce vraiment toi qui as inventé les souricières ?»« Comment peux-tu poser d'aussi sottes questions ?» s'écria sa mère. Mais le conseiller dit tout bas avec un étrange sourire « Ne suis-je pas un habile machiniste ? Pourquoi n'aurais-je pu inventer aussi les souricières ?» Suite de l'histoire de la noisette dure. Vous savez maintenant, mes enfants, reprit le lendemain soir le conseiller Drosselmayer, pourquoi la reine faisait garder si soigneusement la ravissante petite princesse Pirlipate. Ne devait-elle pas craindre que Dame Ratirinque, pour mettre sa menace à exécution, revint un jour donner à l'enfant un coup de dent mortel? Les appareils de Drosselmayer ne pouvaient être d'aucun secours contre l'expérience et la ruse de Dame Ratirinque. Mais l'astrologue de la cour, qui non seulement savait lire dans les astres, mais connaissait également la signification des signes cabalistiques, croyait savoir que la famille du chat Schnur était seule capable de tenir Dame Ratirinque éloignée du berceau. C'est pourquoi chacune des gardiennes devait tenir sur ses genoux l'un des fils de cette famille, qui faisait par ailleurs à la cour fonction de conseiller secret d'ambassade et lui adoucir par des caresses appropriées ce pénible service commandé. Il arriva une fois, alors qu'il était près de minuit, que l'une des 2 gardiennes principales qui étaient assises tout près du berceau s'éveilla brusquement d'un profond sommeil. Tout le monde autour d'elle était endormi. On n'entendait aucun ronronnement. Un silence de mort régnait dans la pièce, au point que l'on distinguait le bruit des vers piquant le bois. Mais quelle ne fut pas la terreur de la gardienne principale lorsqu'elle aperçut, juste devant elle, un gros rat immonde,
dressé sur ses pattes de derrière, dont l'horrible tête frôlait le visage de la princesse. Elle se leva en poussant un cri d'épouvante, et tout le monde s'éveilla. Mais au même instant, Dame Ratirinque, car l'énorme souris qui se tenait contre le berceau n'était nulle autre qu'elle, s'enfuit d'un bond vers le coin de la pièce. Les conseillers d'ambassade se précipitèrent à sa poursuite, mais trop tard. Elle avait disparu par une fente du plancher. Petite Pirlipate, réveillée par tout ce bruit, se mit à pleurer et à gémir. « Grâce au ciel, elle vit !» s'écrièrent les gardiennes. Mais grand fut leur effroi quand elles regardèrent la petite Pirlipate et virent ce qu'il était advenu de cette belle et gracieuse enfant. À la place de la petite tête angélique aux boucles d'or et au teint blanc et rose, une grosse tête informe surmontait un minuscule petit corps tout ratatiné. Ses petits yeux bleus comme l'azur étaient devenus verts et saillants, avec un regard fixe, et sa petite bouche s'était distendue d'une oreille à l'autre. La reine crut périr à force de se lamenter et de gémir, et il fallut tapisser le bureau du roi de tentures matelassées, parce qu'il ne cessait de courir contre le mur pour se frapper la tête, en criant d'une voix lamentable « Infortuné monarque !» Il aurait pu maintenant se rendre compte qu'il eût mieux valu manger les saucisses sans lard et laisser vivre en paix sous le fourneau Dame Ratirinque et sa tribu. Mais ce père royal n'y songeait pas. Il rejetait toute la faute sur Christian Elias Drosselmayer de Nuremberg, grand horloger et alchimiste de la cour. Il décréta donc, dans sa sagesse, que Drosselmayer était tenu de rendre à la princesse Pirlipate, avant 4 semaines, son ancienne forme, ou d'indiquer au moins un moyen sûr et infaillible d'y parvenir. Faute de quoi, il serait livré à une mort ignominieuse par la hache du bourreau. Drosselmayer fut très effrayé, mais, faisant aussitôt confiance à son art et à sa chance, il passa sans délai à une opération qui lui semblait plus qu'aucune autre utile. Il démonta très adroitement la petite princesse Pirlipate, dévissa ses petites mains et ses petits pieds, et examina même sa structure intérieure. Il constata malheureusement que plus la petite princesse grandirait, plus elle serait difforme. Il ne sut donc plus à quel sein se vouer. Il remonta la princesse avec précaution, puis sombra dans un abîme de mélancolie, près de ce berceau dont il n'avait jamais le droit de s'éloigner. La 4e semaine était entamée, et l'on en était même déjà au mercredi, lorsque le roi, les yeux étincelants de colère, jeta un regard dans la pièce, et, faisant de son sceptre un geste menaçant, cria « Christian Elias Drosselmayer, guéris la princesse, sinon tu mourras !» Drosselmayer se mit à pleurer amèrement, cependant que la princesse Pirlipate croquait des noisettes avec satisfaction. Pour la première fois, l'alchimiste remarqua cette étrange fringale de noisettes de la princesse et le fait qu'elle était venue au monde avec des dents. Et effectivement, après sa métamorphose, elle avait crié jusqu'à ce qu'ayant par hasard trouvé une noisette à portée de sa main, elle l'eût croquée, en eût mangé l'amande et se fût ainsi calmée. Dès lors, les gardiennes avaient toujours trouvé à propos de lui apporter des noisettes. Ô instinct sacré de la nature, sympathie éternellement insondable entre les êtres, s'écria Drosselmayer. Tu me montres la porte du mystère, je vais frapper et elle s'ouvrira. Il demanda aussitôt l'autorisation de parler à l'astrologue de la cour et fut, sous bonne escorte, introduit chez celui-ci. Les 2 hommes s'étreignirent en versant d'abondantes larmes, car ils s'aimaient tendrement. Puis ils se retirèrent dans un cabinet secret et consultèrent de nombreux livres traitant de l'instinct, des sympathies et antipathies, et d'autres sujets aussi mystérieux. À la tombée de la nuit, l'astrologue de la cour examina les étoiles et établit, avec l'aide de Drosselmayer, fort instruit, lui aussi, en cette science, l'horoscope de la princesse Pirlipate. Cela leur donna beaucoup de mal, car les lignes s'embrouillaient de plus en plus. Mais enfin, ô joie!
Enfin ils virent clairement que la princesse Pirlipate, pour échapper à l'enchantement qui l'enlaidissait et retrouver sa beauté d'autrefois, devait tout simplement déguster la délicieuse amande de la noisette Kratakuc. Cette noisette Kratakuc avait une coque si dure qu'elle pouvait supporter sans se briser qu'un canon de 48 tonnes lui passât sur le corps. Mais il fallait qu'un homme, n'ayant encore jamais été rasé et n'ayant encore jamais porté de bottes, fit craquer devant la princesse cette noisette dure et lui en présenta l'amande les yeux fermés. Et ce jeune homme ne devait ouvrir de nouveau les yeux qu'après avoir fait sans trébucher 7 pas en arrière. Drosselmayer et l'astronome avaient travaillé sans répit pendant 3 jours et 3 nuits. On était au samedi, et le roi était en train de déjeuner lorsque Drosselmayer, qui devait être décapité le dimanche à l'aube, se précipita dans la salle, plein de joie et d'enthousiasme, et fit connaître le moyen qu'il avait trouvé pour rendre à la princesse Pirlipate sa beauté perdue. Le roi le serra sur son cœur, et, dans l'ardeur de sa bienveillance, lui promit une épée de diamant, 4 ordres et 2 costumes neufs pour le dimanche. « Mettez-vous à l'œuvre aussitôt après le repas, ajouta-t-il amicalement. Faites en sorte, cher alchimiste, que le jeune homme en chaussures et qui ne s'est jamais rasé soit présent au moment voulu avec la noisette Kratakuc, et veillez à ce qu'il n'ait pas bu de vin, afin qu'il ne trébuche pas lorsqu'il devra faire 7 pas en arrière à la manière d'un crabe. Après quoi, il pourra boire autant qu'il voudra. » Drosselmayer fut effondré en entendant ce discours. Tremblant et hésitant, il se décida à balbutier que le moyen sans doute était trouvé, mais qu'il manquait encore et la noisette Kratakuc et le jeune homme destiné à la faire craquer, et qu'il était permis de se demander si l'un et l'autre ne resteraient pas à jamais introuvables. Le roi entra alors dans une violente colère. Brandissant son sceptre au-dessus de sa tête couronnée, il rugit comme un lion. « Ce sera donc la décapitation !» Par bonheur pour Drosselmayer, torturé par les affres de l'angoisse, le roi avait, ce jour-là, trouvé la nourriture particulièrement bonne. Il était donc d'humeur assez débonnaire pour prêter une oreille bienveillante aux arguments raisonnables que la reine, dans sa générosité, et émue qu'elle était par l'infortune de Drosselmayer, ne manqua pas d'apporter en faveur de celui-ci. Drosselmayer, reprenant courage, argua finalement du fait qu'il avait accompli sa tâche, qui était de trouver le moyen de guérir la princesse, et que donc il avait gagné la vie sauve. Le roi, tout en qualifiant ce discours de piètre échappatoire et de pauvre verbiage, décida cependant, après avoir absorbé un petit verre d'eau-de-vie, que l'horloger et l'astrologue eussent à se mettre en route et à ne plus reparaître, à moins d'avoir dans leur poche la noisette Kratakuc. Sur l'intercession de la reine, il fut décidé que l'on rechercherait l'homme destiné à faire craquer cette noisette en insérant à plusieurs reprises un avis dans les journaux du pays et des alentours et dans les petites annonces. Ici, le conseiller à la cour s'interrompit de nouveau et promit de raconter la fin le lendemain soir. Fin de l'histoire de la noisette dure. À peine avait-on en effet le lendemain soir allumé les lumières que le parrain Drosselmayer se présenta et reprit son récit. Il y avait déjà 15 ans que Drosselmayer et l'astrologue de la cour étaient partis, et ils n'avaient toujours pas trouvé trace de la noisette Kratakuc. Je pourrais, mes chers petits, passer 4 semaines à vous parler de tous les endroits où ils s'étaient rendus et de toutes les étranges et merveilleuses aventures qu'ils avaient eues. Mais je n'en ferai rien. Je vous dirai seulement qu'au bout de tant d'années, Drosselmayer, profondément affligé, éprouva une vive nostalgie de sa chère ville natale de Nuremberg. Cette nostalgie l'envahit avec plus de force encore, un jour où il fumait avec son ami, au cœur d'une immense forêt d'Asie, une petite pipe de canasse. Ô Nuremberg, ma ville, ma si belle ville natale, quiconque ne t'a jamais vue, eût-il même beaucoup voyagé, et fût-il allé à Londres,
à Paris ou à Péter-Varadin, n'a jamais pu sentir son cœur s'épanouir vraiment et éprouvera toujours au fond de lui le désir de te connaître. Ô Nuremberg, ma belle ville qui a de si belles maisons avec des fenêtres. » Quand il entendit Drosselmayer exhaler de si tristes plaintes, l'astrologue, saisi d'une compassion profonde, se mit à se lamenter si pitoyablement que l'on eût pu l'entendre de tous les points d'Asie. Mais il se ressaisit, essuya les larmes qui coulaient de ses yeux et demanda à son ami: « Mais dites-moi, cher et estimable collègue, à quoi bon rester là à nous lamenter? Pourquoi ne pas aller à Nuremberg? N'est-il pas indifférent, après tout, que nous cherchions cette maudite noisette Krakatuk en tel ou tel endroit? » « C'est ma foi vrai, » répondit Drosselmayer apaisé. Tous deux, se levant aussitôt, secouèrent leurs pipes et, de cette forêt qui se trouvait au cœur de l'Asie, se rendirent d'une seule traite à Nuremberg. À peine y furent-ils arrivés que Drosselmayer courut tout droit chez son cousin, Christoph Zacharias Drosselmayer, qui était tourneur de poupées, vernisseur et doreur, et qu'il n'avait pas vu depuis toutes ces années. Il lui raconta toute l'histoire de la princesse Pirlipat, de dame Ratirink et de la noisette Krakatuk. Le cousin était si stupéfait qu'il ne cessait de battre des mains et de s'écrier: « Hé, cousin, quelle chose extraordinaire me racontez-vous là ?» Drosselmayer narra également les aventures qu'ils avaient eues au cours de son lointain voyage. Il dit comment il avait passé 2 années chez le roi des Dattes, comment il avait été outrageusement éconduit par le roi des Amandes, comment il avait vainement questionné la Société des sciences naturelles d'Écureuil-House, bref, comment il avait partout échoué et n'avait nulle part trouvé la moindre trace de la noisette Krakatuk. À plusieurs reprises au cours de ce récit, Christophe Zacharias avait claqué des doigts, tourné sur un pied, clappé de la langue et s'était exclamé: « Oh, eh, ah, voilà qui serait diabolique. » À la fin, il projeta en l'air son bonnet et sa perruque et tomba brusquement au cou de son cousin en s'écriant: « Cousin, cousin, vous êtes sauvé, sauvé, vous dis-je, car, ou bien je me trompe fort, ou bien je suis moi-même en possession de la noisette Krakatuk. » Et il alla aussitôt chercher une petite boîte, de laquelle il tira une noisette dorée de moyenne grosseur. « Voyez cette noisette, » dit-il en la montrant à son cousin. « Elle a une curieuse histoire. Il y a bien des années, au moment de Noël, un étranger arriva dans la ville avec un sac de noisettes qu'il mit en vente. Il eut une querelle juste devant mon magasin de poupées et déposa son sac à terre pour mieux se défendre contre le marchand de noisettes du pays qui, ne pouvant souffrir que cet étranger vendît des noisettes, l'avait pris à partie. Au même moment, une charrette lourdement chargée passa sur le sac et toutes les noisettes furent brisées, à l'exception d'une seule que l'étranger, avec un singulier sourire, me vendit contre une belle pièce de 20 fenins de l'année 1720. Je trouvai à tout cela quelque chose d'étrange, car j'avais précisément dans ma poche une pièce de 20 fenins, comme cet homme m'en réclamait. J'achetai donc la noisette et la dorai, ne sachant trop moi-même pour quelle raison je payais si cher cette noisette et lui accordais tant de valeur. S'il avait pu subsister le moindre doute sur le fait que la noisette du cousin fût réellement celle que l'on cherchait, il fut levé dès l'instant où l'astrologue de la cour, appelé d'urgence, eut trouvé, après avoir soigneusement gratté l'or qui recouvrait la noisette, le nom de Krakatuk gravé sur la coque en caractères chinois. La joie des voyageurs fut grande, et le cousin, l'homme le plus heureux du monde, quand Drosselmayer lui assura que sa fortune était faite, car non seulement on lui ferait une rente appréciable, mais on lui donnerait à l'avenir gratuitement tout l'or dont il aurait besoin pour son travail. Ce soir-là, l'alchimiste et l'astrologue avaient tous deux coiffé leur bonnet de nuit et se disposaient à monter dans leur lit, quand l'astrologue dit: « Une bonne fortune ne vient jamais seule. Ne croyez-vous pas que nous avons trouvé non seulement la noisette Krakatuk, mais aussi le jeune homme capable de la faire craquer
et de tendre à la princesse son amande régénératrice. « Je pense tout simplement au fils de votre cousin. »« Non, je ne pourrai pas dormir cette nuit, dit-il encore tout excité, tant que je n'aurai pas établi l'horoscope de ce jeune homme. » Et arrachant son bonnet de nuit, il se lança tout aussitôt dans ses recherches. Le fils du cousin était en effet un beau jeune homme qui ne s'était encore jamais rasé et n'avait jamais porté de bottes. Dans sa prime jeunesse, à vrai dire, il avait plusieurs années de suite, à Noël, fait le polichinelle, mais cela ne l'avait absolument pas marqué tant son père s'était donné de mal pour en faire un jeune homme accompli. Les jours de Noël, il portait une belle redingote rouge brodée d'or et une épée, tenait son chapeau sous son bras et avait une savante coiffure qui le retenait dans une bourse. Ainsi paré, il avait fort bel air dans la boutique de son père. Par une galanterie innée, il croquait les noisettes pour les jeunes filles qui l'appelaient à cause de cela « beau petit casse-noisette ». Le lendemain matin, l'astrologue, au comble de la joie, sauta au cou de l'alchimiste et s'écria « C'est lui, nous le tenons, nous l'avons trouvé. Mais il y a 2 choses, chers collègues, que nous ne devons pas perdre de vue. D'abord, il faut tresser une solide natte de bois qui sera reliée à la mâchoire inférieure de votre remarquable neveu, de manière à la retenir fortement. Puis nous devrons, à notre arrivée à la résidence, garder soigneusement le silence et ne pas dire que nous avons amené le jeune homme capable de croquer la noisette Krakatuk. Il devra ne se présenter que longtemps après nous, car je vois dans l'horoscope que le roi, si d'autres jeunes gens se sont d'abord cassé les dents sur la noisette sans obtenir de résultat, promettra la main de la princesse et la succession au trône à celui qui saura croquer la noisette et rendre à la princesse sa beauté perdue. Le tourneur de poupées se réjouit beaucoup d'apprendre que son fils épouserait la princesse Pirlipate et deviendrait prince, et ensuite roi. Il fit donc entièrement confiance aux envoyés. La natte que Drosselmayer fixa sur ce jeune homme si plein d'espérance fut parfaitement réussie, et les plus résistants des noyaux de pêche furent l'objet des expériences les plus concluantes. Comme Drosselmayer et l'astrologue avaient immédiatement fait savoir à la résidence qu'ils avaient découvert la noisette Krakatuk, on avait pris là sur le champ les mesures nécessaires. Lorsque les voyageurs arrivèrent avec leurs noisettes de beauté, beaucoup de jeunes gens distingués, parmi lesquels se trouvaient même des princes, étaient déjà rassemblés. Confiants en leur mâchoire, ils espéraient délivrer la princesse de son enchantement. Les voyageurs furent très effrayés quand ils revirent la princesse. Son petit corps aux pieds et aux mains minuscules supportait difficilement sa tête informe. La laideur de son visage était encore accentuée par une barbe de coton blanc qui s'était formée autour de la bouche et du menton. Tout se passa comme l'astrologue de la cour l'avait vu dans l'horoscope. Tous les imberbes en chaussures se brisèrent les uns après les autres les dents et les mâchoires sur la noisette Krakatuk, sans que cela fût d'aucune utilité pour la princesse. Et quand ils étaient transportés ensuite, à demi évanouis, par les dentistes que l'on avait tout exprès convoqués, ils soupiraient. C'était une noisette vraiment dure. Mais quand le roi, le cœur empli d'angoisse, promit sa fille et son royaume à celui qui saurait lever cet enchantement, le doux et parfait jeune homme qu'était Drosselmayer se présenta et demanda la permission de faire à son tour un essai. Aucun des jeunes gens n'avait plu autant à la princesse Pirlipate que le jeune Drosselmayer. Elle porta ses petites mains à son cœur et soupira avec émotion. Ah, si seulement ce pouvait être lui qui réussisse à croquer la noisette Krakatuk et devienne mon époux. Après avoir salué fort courtoisement le roi, puis la reine, et enfin la princesse Pirlipate, le jeune Drosselmayer reçut des mains du grand maître des cérémonies la noisette Krakatuk, la plaça sans plus de façon entre ses dents, tira de toutes ses forces sur la natte et cric-crac mit la coque en morceaux. Il retira habilement les fibres qui retenaient encore l'amande et tendit celle-ci à la princesse avec une humble révérence. Puis il ferma les yeux et commença à reculer.
La princesse avala aussitôt l'amande. Et alors, ô miracle, l'être difforme s'évanouit. On vit à sa place une femme merveilleusement belle. Son visage semblait tissé de flocons de soie qui mêlaient la blancheur des lys à l'incarnat des roses. Ses yeux avaient l'éclat de l'azur et les lourdes boucles de ses cheveux semblaient faites avec des fils d'or. Le son des tambours et des trompettes accompagna les bruyantes acclamations du peuple. Le roi, avec toute sa cour, dansa d'une jambe sur l'autre comme le jour de la naissance de Pirlipate, et il fallut apporter à la reine de l'eau de Cologne parce qu'elle s'était évanouie de joie et de bonheur. Tout ce tumulte fit un peu perdre son sang-froid au jeune Drosselmayer, qui n'avait pas terminé ses 7 pas. Mais il se domina, et il était justement en train de tendre la jambe droite pour faire le 7e pas, quand dame Ratyrinque, avec d'affreux sifflements, surgit du plancher à l'endroit précis où il allait poser le pied. Il trébucha de telle sorte à son contact qu'il manqua de tomber. Oh infortune! Le jeune homme devint sur-le-champ aussi contrefait que l'avait été la princesse Pirlipate. Son corps se ratatina et ne supporta plus que difficilement sa grosse tête difforme aux yeux saillants et à la bouche large horriblement béante. Au lieu de sa natte, un étroit manteau de bois pendait dans son dos et permettait de gouverner sa mâchoire inférieure. L'horloger et l'astrologue étaient horrifiés, mais ils virent dame Ratyrinque se rouler sur le parquet en perdant son sang avec abondance. Sa méchanceté n'était pas restée impunie, car le jeune Drosselmayer lui avait si profondément ouvert la gorge avec le talon pointu de sa chaussure qu'elle était maintenant à l'agonie. Cependant, dame Ratyrinque, en proie aux affres de la mort, piaillait lamentablement. « Oh, Kratakuc, noisette dure qui est la cause de ma mort. Gentil casse-noisette, mourra à son tour. Mon cher fils aux 7 couronnes, tu vengeras ta maman sur le petit casse-noisette. Ô douce et belle vie, je vais donc te quitter. Oh, la mort !» Et dame Ratyrinque mourut sur ce cri et fut emportée par le chauffeur du roi. Personne ne s'étant soucié du jeune Drosselmayer, la princesse rappela au roi sa promesse, et celui-ci ordonna aussitôt qu'on envoyât chercher ce jeune héros. Mais quand l'infortuné parut, ainsi contrefait, la princesse, cachant son visage de ses 2 mains, s'écria « Chassez, chassez cet affreux casse-noisette !» Et le maréchal de la cour l'attrapa aussitôt par ses petites épaules et le jeta dehors. Le roi, très irrité qu'on eût essayé de lui faire prendre pour gendre un casse-noisette, en rejeta toute la faute sur la maladresse de l'horloger et de l'astrologue et les expulsa tous 2 définitivement de la résidence. Tout cela ne se trouvait pas dans l'horoscope que l'astrologue avait établi à Nuremberg. Pourtant, celui-ci ne se laissa pas décourager et reprit ses observations. Il crut alors lire dans les étoiles que le jeune Drosselmayer se comporterait si bien dans son nouvel état qu'en dépit de sa difformité, il deviendrait prince et même roi. Mais cette difformité ne disparaîtrait que le jour où il aurait tué de sa main le fils aux 7 têtes que dame Ratyrinque avait mis au monde après la mort de ses 7 fils et qui était devenu roi des rats. Et cela à condition qu'une dame l'aimât en dépit de sa difformité. Il paraît qu'à l'époque de Noël, on peut en effet voir le jeune Drosselmayer sous les traits d'un casse-noisette, mais aussi d'un prince, à Nuremberg, dans la boutique de son père. Et voilà, mes enfants, l'histoire de la noisette dure. Vous savez maintenant pourquoi les gens disent si souvent « c'était une aventure à se casser les dents ». Et vous savez aussi pourquoi les casse-noisettes sont si laids. Ce fut ainsi que le conseiller à la cour acheva son récit. Marie trouva la princesse Pirlipate méchante et ingrate. Quant à Fritz, il affirma que, si Casse-Noisette voulait être un garçon comme il faut, il n'irait pas par 4 chemins avec le roi des rats et qu'il retrouverait vite sa beauté d'autrefois.
l'oncle et le neveu. S'il est jamais arrivé à l'un de mes chers amis lecteurs ou auditeurs de se couper avec du verre, il doit savoir à quel point cela fait mal et comme c'est une chose déplaisante et lente à guérir. C'est ainsi que Marie avait dû rester au lit presque toute une semaine, car la tête lui tournait chaque fois qu'elle essayait de se lever. Mais elle finit par se rétablir tout à fait et put de nouveau gambader joyeusement dans la chambre. Tout était bien joli dans l'armoire, car il y avait là, tout neuf et pimpant, des arbres, des fleurs, des maisons et de belles poupées aux robes éclatantes. Et surtout, Marie retrouva son cher Casse-Noisette. Il était debout sur la seconde étagère et lui souriait de toutes ses dents de nouveau bien alignées. Comme elle contemplait tendrement son cher protégé, elle se mit à songer avec anxiété à l'histoire qu'avait racontée son parrain et à cette longue querelle qui avait opposé Casse-Noisette à dame Ratirinque et à son fils. Elle comprenait maintenant que son Casse-Noisette était sans aucun doute le jeune Drosselmayer de Nuremberg, le neveu de son parrain. C'était lui, ce charmant jeune homme, si malheureusement ensorcelé par dame Ratirinque. Marie, en effet, n'avait pas douté un seul instant que l'habile horloger de la cour du père de Pirlipate fût le conseiller Drosselmayer en personne. « Mais pourquoi ton oncle ne t'a-t-il pas aidé ? Pourquoi n'est-il pas venu à ton secours ?» se lamentait Marie, car elle prenait de plus en plus nettement conscience de ce que l'enjeu de la bataille à laquelle elle avait assisté était le royaume et la couronne promis à Casse-Noisette. Toutes les autres poupées ne lui semblaient-elles pas soumises, et n'était-il pas hors de doute que la prophétie de l'astrologue s'était accomplie, et que le jeune Drosselmayer était devenu roi au royaume des poupées? Plus la perspicace petite fille tournait tout cela dans sa tête, plus elle était persuadée que, dès l'instant qu'elle les imaginerait en vie avec assez de force, Casse-Noisette et ses sujets se mettraient réellement à vivre et à se mouvoir. Elle voulut en faire l'expérience, mais elle n'obtint aucun résultat. Tout dans l'armoire restait immobile et inerte. Marie, cependant, bien loin de renoncer à son intime conviction, attribua cet échec aux effets persistants de l'enchantement que dame Ratirinque et son fils à cette tête faisaient peser sur ses amis. « Et pourtant, cher monsieur Drosselmayer, dit-elle à Casse-Noisette, si vous n'êtes pas en état de vous mouvoir ou de me dire le moindre petit mot, je sais tout de même que vous me comprenez et que vous savez quelle tendresse j'ai pour vous. Soyez sûr que je vous prêterai assistance si vous en avez besoin. En attendant, je vais aller supplier votre oncle de vous seconder de son habileté s'il était nécessaire. » Casse-Noisette restait immobile et silencieux. Pourtant, il sembla à Marie qu'un léger soupir, s'exhalant de l'armoire fermée, en faisait teinter délicatement les vitres. Elle crut entendre une petite voix argentine qui lui disait « Petite Marie, cher ange gardien, je serai tien. Petite Marie. » Et le frisson glacé qui la parcourut alors lui fit éprouver en même temps un étrange bien-être. La nuit était tombée. Le conseiller de médecine entra dans la pièce avec le parrain Drosselmayer. Quelques instants plus tard, Louise avait débarrassé la table à thé autour de laquelle toute la famille s'attabla et bavarda bientôt avec animation. Marie, sans rien dire, était allée chercher son petit fauteuil et s'était assise aux pieds de son parrain Drosselmayer. Profitant d'un instant de silence, elle regarda fixement de ses grands yeux bleus le conseiller à la cour et lui dit « Je sais maintenant que mon Casse-Noisette est ton neveu, cher parrain Drosselmayer. C'est lui le jeune Drosselmayer de Nuremberg. Il est devenu prince, ou plutôt roi, exactement comme l'avait prédit ton compagnon l'astrologue. Mais tu sais fort bien qu'il est ouvertement en guerre avec le fils de dame Ratirinque, l'affreux roi des rats. Pourquoi ne lui viens-tu pas en aide ?» Et Marie, une fois de plus, raconta comment la bataille s'était déroulée sous ses yeux et fut souvent interrompue par les bruyants éclats de rire de Louise et de sa maman. Seuls Fritz et Drosselmayer restaient graves. « Je me demande où cet enfant va prendre toutes ses folies,
dit le conseiller de médecine. « Cela vient tout simplement, répondit la mère, de ce qu'elle a une imagination beaucoup trop vive. Toutes ces histoires ne sont que des rêves nés de sa fièvre traumatique. » « Et d'abord, elles ne sont pas vraies, intervint Fritz. Il est impossible que mes hussards rouges soient de tels poltrons. Sinon, par tous les pachas, je saurais y mettre bon ordre. Cependant, le parrain Drosselmeyer, avec un étrange sourire, prit sur ses genoux la petite Marie et dit de sa voix la plus douce. « Oh, petite Marie, tu as reçu plus que moi en partage, et même plus que nous tous. Tu es une vraie princesse, comme Pirlipate, car tu règnes sur un beau royaume pur. Mais tu auras beaucoup de chagrin à supporter si tu veux défendre la cause du pauvre Casse-Noisette contrefait, car le roi des rats ne lui laissera aucun répit. Mais ce n'est pas moi, c'est toi seul qui peux le sauver. Sois persévérante et fidèle. » Marie ni personne ne comprit ce que Drosselmeyer avait voulu dire par là. Le conseiller de médecine trouva même ces discours si bizarres qu'il tâta le pouls du conseiller à la cour et lui dit « Mon cher ami, vous souffrez d'un fort afflux de sang au cerveau. Je vais vous faire une ordonnance. » Seule la conseillère hocha la tête d'un air pensif et dit « Je crois deviner ce que veut dire le conseiller à la cour, mais je ne saurais l'exprimer intelligiblement. »